For the undisputed UFC. Et salut tout le monde, c'est Nico, bienvenue dans MMA Club. On va revenir un petit peu aujourd'hui sur Curtis Blade qui réclame le titre intérimaire, mais surtout Manon Fiorot qui vient de nous régaler à Columbus. Manon Fiorot a un combat du titre. Voilà, j'espère que vous allez bien. Le podcast MMA Club commence tout de suite. Il fallait être présent pendant 15 minutes pour valider le ticket du dernier carré et Manon Fiorot vient de valider son ticket pour une demi-finale contre Katlyn Chookagian en battant de manière propre et indiscutable Jennifer Maia. Masterclass absolue sur le papier, 30-27, excepté le finish, excepté quelques détails, on va y revenir. Manon Fiorot nous a encore montré l'évolution de ses compétences, l'évolution de son travail et de son équipe, évidemment, qui est décidément incroyable. On passe au premier round. Le premier round avec des sidekicks efficaces qui maintiennent la distance, qui essoufflent l'adversaire. Beaucoup de contre-gagnants, ça marque des points, c'est parfait. Le problème, c'est que Maia ne recule pas, elle encaisse les kicks dans les genoux, elle touche dur quand même sur la fin du round. Elle semble très puissante malgré le round perdu. Je la vois ne pas reculer et ne montrer aucun signe de faiblesse. Je me dis que c'est plutôt de bon augure de marquer des points. Mais je suis pas tout à fait rassuré à ce moment-là. C'est un très bon round de Manon, cela dit. Dans le deuxième round, on a un incroyable deuxième round avec deux phases au sol qui confirment que Manon ne panique pas et sait renverser les takedowns. En prime, elle envoie Maia au sol, donc stérilement, mais quand même. Ensuite, on a vu que son striking tient la route. On sent un gros déficit de puissance, mais elle continue de toucher propre. Vers le milieu de round, j'ai envie de dire, c'est un peu dangereux parce que Maia touche sur je crois que c'est une sortie je me rappelle plus, c'est une sortie de clinch ou de takedown. Elle touche d'un head kick pleine tête. Donc elle est tout en tank, elle ne s'épuise pas, elle ne montre pas de signe de souffrance, ni des side kicks, ni des jabs, ni rien de Manon. En plus, elle développe une puissance un peu démesurée face à la française. Et là, je suis un petit peu inquiet parce que le round 2 est un peu plus équilibré. Maia est allée chercher l'égalité. Et les juges auraient pu faire plancher le round en sa faveur. Le fait que les renversements de Manon et son contrôle de cage ont rendu l'affaire plus facile, j'imagine, aux yeux des juges. Donc c'était plutôt bien joué de sa part aussi d'aller scorer dans ces secteurs-là. Mais vraiment à la fin de ce round-là, je suis un peu moins rassuré qu'à la fin du premier round. On passe au troisième round où Manon revient au basique du départ, tout ce qui a fonctionné, des coups de pied efficaces, ça casse la distance, on bousille le cardio. Moi clairement je pense qu'elle sait qu'au niveau de la puissance, ça ne suffira jamais à coucher Jennifer Maia. À l'inverse, c'est elle qui risque de se faire coucher si elle prend un mauvais coup. Voilà, moi j'ai quand même un peu peur sur 2-3 touches. Son langage visuel sur son visage n'est pas des plus rassurants, c'est pas rassurant à 100%. Finalement, elle assure quand même le troisième round. Sur l'ensemble du round, c'est elle qui va dominer proprement, qui va toucher largement et de manière signifiante. Donc elle s'assure on peut appeler ça quand même une masterclass de 15 minutes contre la numéro 4. Maia aura finalement tout tenté, tout essayé. Mais elle sera battue dans tous les domaines, finalement. Elle a été vaillante, elle n'a pas du tout démérité. Je l'ai trouvée au niveau. C'est juste que Manon est aussi plus athlétique, plus préparée physiquement. On a bien vu qu'elle était vraiment affûtée, elle était vraiment prête, elle était vif. Elle a passé 15 minutes vraiment concentrée sur sa tâche. Donc il y a pas eu de souci là-dessus, niveau concentration et tout. Elle est là, je pense qu'elle a le bon corner aussi pour la rappeler à l'ordre. Voilà, donc à la fin du combat, elle a call out Chookagian. Donc voilà, tout va bien à Nice, 4 sur 4 à l'UFC, c'est que du bonheur. Bravo à elle. Pour résumer un peu ça,
Voilà, elle a géré et dans l'ensemble, c'est une masterclass maison pour la française. Je crois qu'elle gagne 30-27, hein. C'est très mérité. Peut-être que le deuxième round, il y a eu une alerte sur un head kick très propre de Jen Maya. Honnêtement, sur le reste, c'est quand même incroyable de dominer à ce point. Les side kicks, les déplacements latéraux, les in and out du droit sont monstrueux. Les contres sont vraiment, mais on fait reculer. Ça, c'est les contres, c'est vraiment ce qui a fait reculer Maya. Avec plus de puissance, je pense qu'elle tombe d'ailleurs, mais elle est vraiment coriace et elle est carrément trop massive. Elle est tankée, quoi. C'est très dur de la mettre au sol, c'est très dur de la faire tomber. Sur un punch, je parle. Donc voilà, je pense que le plan d'aller à la décision en fin de round, en fin de deuxième round, de sécuriser les touches dans le troisième, c'était très cohérent. Parce qu'il y avait quand même danger sur la plupart des échanges. C'est-à-dire que même si elle connecte proprement, Maya y va pour un one punch knockout. Donc après coup, c'est facile de résumer ça à un 30-27 propre. Mais sur le coup, déjà sur le coup, j'étais pas sûr que le deuxième round était acquis. Ça pouvait faire 29-29, pardon. Donc c'était quand même un petit peu stressant. Mais bon, au final, voilà, 30-27, voilà, c'est pas volé non plus, c'est cool, c'est cool. Elle envoie des signaux rassurants sur le plan, sur l'organisation, le fight IQ, ses skills en général, tout ça, c'est voilà, c'est à balayer, c'est bon, c'est comment dire, acquis, c'est jamais acquis, mais c'est posé sur la table, quoi. On est rassuré avec Manon sur ce plan-là. Elle a montré de l'évolution en lutte, notamment en renversement, dans les positions montées. Elle gère son explosivité. Il y a des phases défensives de récupération où elle colle sa tête contre le thorax de son adversaire et des moments où elle part en ground and pound et en plus elle connecte propre. C'est pas le bordel. Donc voilà, à ce niveau-là, son organisation, son mental, c'est incroyable. Voilà, dans l'ensemble, c'est du cocorico, hein, du grand MMA féminin français. Félicitations à la représentante de la French Riviera. Nous sommes fiers de toi. Pour la suite, alors, la suite s'appelle Katlyn Chookagian. La suite est numéro 2 mondiale. C'est un cran au-dessus. Elle avait également gagné par décision face à Jen Maya. Maintenant, les deux devraient se mettre d'accord, je pense, pour un affrontement dans les prochains mois. Alors, quand je dis les prochains mois, c'est sûrement... Là, on est quoi, là? Avril? Putain, on est déjà en avril, dans 3 jours. Mais juin, juillet, août, septembre. Ouais, moi, je dis septembre-octobre. Hein. Je pense qu'on va prendre le temps. Il faut du temps, en fait, parce que là, maintenant, c'est... On a vu ce qui était bien et on a vu ce qui était pas bien. Et je pense que quand tu as vu ce qui est pas bien, tu dois prendre le temps parce que là, maintenant, tu dois pas te louper. Tu es au numéro 2 mondial, tu veux plus reculer d'un cran, tu es un 4 sur 4. Faut mieux prendre ton temps en fait. Donc je pense même, ça se trouve Noël quoi. Ça se trouve à Noël. Voilà. Est-ce qu'actuellement Manon peut prétendre à affronter la championne Valentina Shevchenko? Eh bien j'en doute quand même. Valentina c'est rapide, c'est précis. C'est le Terminator féminin du MMA moderne. Pour moi il y a tout. Et voilà, si je peux me permettre, il y a même la beauté, elle est vraiment incroyable. En plus, on a vu chez Manon de très belles choses, hein, des choses différentes, un game plan adapté qui a fonctionné, une équipe soudée dans un corner, un vrai travail d'équipe. On a vu que c'était pas imperméable constamment. Il y a ce deuxième round un peu en dessous du reste où il y a des connexions puissantes. Il y a du menton, elle est réactive simplement. Ça montre aussi qu'il va falloir, ça va être obligatoire de ne plus laisser ces petites ouvertures en sortie de clinch ou quand on se relève. Ça va plus être possible d'avoir les bras ballants et la tête au radar quoi. Ça c'est impossible en top 2, en top mondial, c'est plus possible. Donc heureusement au sol ça n'a fait qu'aller de mieux en mieux, ça n'a fait qu'aller de l'avant. Debout c'est très propre. Je sais pas si c'est cette division féminine qui n'avance pas en lutte ou si c'est Manon qui fait des ajustements mais tellement évolutif, mais dans le bon sens du terme, c'est incroyable. Je sais pas si tout le monde se rend compte à quel point elle a progressé. Donc voilà, côté Chookagian, moi je pense que c'est tout à fait envisageable en se préparant avec autant de sérieux, autant de dynamisme. Bon, par contre, Boulette, c'est 1 voire 2 crans au-dessus actuellement. Shevchenko, j'ai l'impression qu'elle est quand même assez loin. Hein. Elle est loin, elle est dans l'espace. On ne sait jamais. D'ici là, Manon a rendez-vous avec une autre cliente. Tout est en train de s'aligner hein, pour que les étoiles brillent sur la Côte d'Azur. Donc, pourquoi pas. On a déjà un beau ciel bleu. Pourquoi pas avoir des étoiles la nuit. Moi, je ne rêve que de ça. Voilà pour cette page.
Je reviens vite fait sur Matt Brown contre Barberena. Je vais pas analyser le combat, je vais juste dire pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez-y, c'est incroyable. J'ai vu que c'était le Fight Night de ce Fight Night et clairement c'est plus que ça, hein. C'est un banger, c'est incroyable. Vraiment, je m'en fous du résultat. C'était juste magnifique. C'était du MMA des grands soirs. Et de toute façon, en ce moment, avec l'UFC, on est gâtés. C'est vraiment incroyable. Brown me fait juste toujours autant kiffer, hein. Il est fait d'acier. Il est beau à voir combattre. Il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Il est tellement inspirant, ce mec. C'est vraiment un tueur, quoi. Bravo à son adversaire, hein, Barberena, qui n'a vraiment pas volé la victoire. C'est lui qui mérite ce combat, hein, sur l'ensemble, surtout sur le 3e round. Il a fait un round de champion. Il est allé se surpasser lui-même et surtout dans le cardio, dans le physique, parce qu'on voyait qu'ils étaient vraiment crevés. Il est allé chercher cette victoire, donc félicitations. Mais félicitations aux deux, hein, c'était vraiment incroyable. Pour le call-out de Curtis Blade, il veut le titre intérimaire contre Cyril Gane. Alors déjà, bon, même si je suis pas d'accord, je dois dire qu'il a des burnes en adamantium parce que tout le monde dit que c'est pas un match-up facile pour Gane, mais c'est pas un match-up facile pour Blades. Moi, j'ai pas envie. Moi, je suis lutteur. J'ai pas envie d'affronter Cyril Gane. C'est pas parce que Ngannou a fait le boulot que tous les lutteurs ont le profil pour faire le boulot. Il y a un fight IQ derrière. Il y a un poids de forme qui est différent. Voilà, Blade c'est pas Ngannou, ils ont pas la même approche du combat, donc ça peut très bien se terminer debout. C'est pas parce que c'est un lutteur de prédilection qu'il va forcément dire où le combat va se dérouler. Et je vous rappelle que Ngannou il a mis 2 rounds et demi avant de trouver la clé, donc ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Pour revenir sur ce call-out et de titre intérimaire, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Déjà parce que Cyril Gane a eu un parcours beaucoup plus difficile que lui pour aller au titre intérimaire et pour aller au titre. Ensuite parce que Blade vient de sortir Daukos, donc faut pas déconner, hein, Chris Daukos, respect, mais quand même, on va pas non plus top 9 je crois. Voilà, donc je l'accorderai ni à l'un ni à l'autre. Pour moi, Gane vient de perdre contre le champion, donc voilà, tu refais la queue. Je dis pas que tu repars du top 10, mais tu refais un petit peu la queue. Blade revient bien, c'est bien, c'est vrai, mais c'est pas suffisant, quoi. Il vient de battre le numéro 9 et je trouve que c'est pas assez. Voilà. Aspinall et Tuivasa, alors qu'est-ce qu'ils devraient dire, eux? Ben, ils vont être occupés, hein, ils vont se taper dessus, je pense, pour justement avoir une place contre. Eh ben, je pense que c'est Stipe Miocic, parce que moi, Jones, je n'y crois pas. Pour moi, Stipe va faire son retour, de toute évidence, même si lui aussi a perdu contre Francis. Déjà, c'est lui qui a donné le plus de travail à Francis, compte tenu qu'il s'agissait d'une revanche, compte tenu du fait qu'il avait donné sa chance à Francis une première fois, et que Francis lui a donc doit lui accorder donc une chance à lui aussi. Je trouve que ça serait légitime. Comme Francis n'est pas là, ben disons que le titre intérimaire lui donne sa chance légitime. Je trouve que ça serait plus cohérent pour l'histoire, pour l'histoire du MMA en général, par rapport à tout ce qui est cohérent et pas cohérent. Quand on prend les noms que je viens de citer, c'est quand même Stipe Miocic qui pour moi est le mieux placé pour revenir dans le mix. Retendez-moi cette perche à l'UFC parce que il leur avait tendu la perche à l'époque pour Francis, pour la revanche. Donc voilà, cette histoire-là me paraît un peu plus cohérente. Et pour son adversaire, je pense que l'UFC aurait tout à gagner à attendre un vainqueur de Aspinall contre Tuivasa. Ou le vainqueur de l'UFC Paris, parce que voilà, on va pas se mentir, Gane va combattre à Paris. Ça y est, maintenant c'est plus ou moins acté, c'est plus ou moins officiel, sauf blessure. Il y a un UFC à Paris cet automne-hiver. Voilà, donc ce podcast est terminé. Bravo à Manon encore une fois. Nous, on se retrouve très vite pour parler de record à l'UFC. Nouveau concept hors série qui j'espère va vous plaire. Je peaufine ça et ça arrive très fort. N'oubliez pas d'aller cliquer à gauche sur Twitter, à droite sur Insta. Comme d'hab, je vous fais des gros bisous.